Bonjour, je suis Cindy Rivard et j'aide les gens à comprendre, choisir et agir pour mieux communiquer. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais commencer en parlant des communications, mais en abordant deux choses qu'on oublie souvent de considérer lorsqu'on pense à nos communications. La première, vous la voyez à l'écran, sortez de votre zone de confort. Pourquoi sortir de sa zone de confort? C'est assez simple. En fait, souvent, on est habitué d'utiliser les mêmes façons de faire, les mêmes outils. On oublie de revoir notre message pour faire autrement. Parce que si la façon dont on communique actuellement ne nous apporte pas des résultats satisfaisants, bien, il faut penser parfois à changer nos façons de faire, puis peut-être à faire des choses auxquelles on n'est pas habitué. Ça peut être difficile pour certains. Ça prend de l'entraînement pour s'habituer à sortir de sa zone de confort. Vous pouvez vous entraîner à faire des changements en appliquant des petites choses simples dans votre vie de tous les jours, simplement pour faire différent. Et puis, ce que ça va vous apporter aussi, c'est que ça va faire en sorte de stimuler des zones de votre cerveau qui ne sont pas nécessairement habituées d'être stimulées parce qu'on reste dans notre routine. Donc, ça va favoriser la créativité. Pratiquez-vous en faisant des petites choses comme par exemple écrire de la main gauche si vous êtes droitier, pourquoi pas. Vous pouvez aussi décider de marcher très lentement. Donc physiquement, vous demandez à votre corps de ralentir, ce qui n'est pas évident dans notre société d'aujourd'hui alors que tout va très très vite. Soit ça ou bien encore essayer de rien faire pendant 5 minutes. Rien du tout. Puis je ne demande même pas d'essayer de méditer, là. Juste de ne rien faire. C'est pas facile. Vous pouvez des choses simples, comme on vous a sûrement déjà suggéré, vous manquez d'idées dans votre travail, vous êtes en train de bosser sur un document, ben pourquoi pas changer votre lieu de travail. Sortez de votre bureau, allez dans une salle de conférence, sur la table de cuisine si vous êtes travailleur à la maison, ou pourquoi pas dans un café. Ramassez votre ordinateur portable, allez vous installer ailleurs, changez votre environnement de travail. Une autre suggestion, celle-là est peut-être un petit peu plus difficile à appliquer, un peu plus gênante, mais appliquez-la avec vos enfants. Eux vont être très contents. Sortez dehors et allez gambader dans la rue. Pas courir puis jogger, là. Gambader comme un enfant. Les enfants ont cette faculté-là de faire des choses, de se libérer, on devrait les regarder un peu plus parfois pour apprendre. Et puis, ça m'emmène à vous parler de mon autre point, qui est la persévérance, parce que les enfants sont un bon exemple de persévérance pour nous. Mais avant tout, je vais terminer sur une petite phrase que j'ai lue ce matin dans un livre, puis que j'avais le goût de vous partager parce que ça allait très bien avec le fait de sortir de sa zone de confort. Donc, je vous lis ça. Celui qui ne peut changer le tissu même de ses pensées ne sera jamais capable de changer la réalité et ne pourra jamais, de ce fait, faire aucun progrès. Ça vient du livre, ici, de Stephen Covey, La 8e habitude. Et puis, c'est ça, je l'ai trouvée inspirante étant donné le sujet que j'abordais actuellement. Donc, si vous regardez cette vidéo-là présentement, c'est parce que je sais fort bien que vous êtes quelqu'un qui vise le progrès. Donc, vous voulez sortir de votre zone de confort puis faire les choses autrement. Je vous parlais de persévérance. Regardez à l'écran, vous avez vu mon petit bonhomme qui essaie de faire du vélo. Eh bien, c'est un bel exemple de persévérance chez les enfants, ça. Jamais ils vont lâcher. Ils vont essayer jusqu'à ce qu'ils soient capables de pédaler à 2 roues. Puis, je suis persuadée que présentement, à l'écoute, 99% des adultes sont capables de faire du vélo avec 2 roues. Et puis, je pense à moi quand j'étais petite, j'essayais de pédaler sur mon petit vélo. J'avais un petit vélo à peu près ce grosseur-là, je me rappelle encore, il y avait un siège banane qui était ligné noir et blanc. Et puis, j'étais pas capable, mais je voulais donc faire comme mon grand frère puis être capable de pédaler. J'arrêtais pas mes efforts. Puis, à un moment donné, par contre, mes parents m'ont apporté un nouveau vélo, un peu plus grand. Et c'est avec lui que j'ai été capable d'aller de l'avant, puis de pédaler. Donc, j'ai persévéré et j'ai changé d'outil. Évidemment, quand on est tout petit, nos parents nous aident à changer d'outil, mais c'est pour illustrer un peu le fait que des fois, on persévère, mais on n'a pas les résultats qu'on veut, donc il faut penser à changer nos outils. Par contre,
à d'autres moments donnés. Il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais j'ai déjà essayé cette façon-là de communiquer avec ma clientèle, ça n'a pas fonctionné. Il faut aussi se donner le temps d'essayer ces outils-là comme il faut avant de décider si les résultats sont satisfaisants ou non. Donc, ça prend une dose de changement, mais aussi une dose de persévérance. Avant de passer à l'action, pour communiquer avec nos clients, il faut aussi se mettre à leur place, penser comme le client. Puis bien souvent, quand on met en vente un produit ou qu'on offre un service, évidemment qu'on le trouve génial, hein? Ben, on pense que notre produit est génial, donc évidemment nos clients le trouvent aussi. C'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. En fait, ils le trouvent peut-être génial, mais pas de la même manière que vous. Avez-vous pris le temps de vous mettre à la place de votre client et de vous demander qu'est-ce qu'il trouve génial? Parce que ça veut pas dire que c'est la même chose que vous. C'est quoi qu'il retrouve dans votre produit qui va satisfaire son besoin, qui va solutionner son problème? Qu'est-ce qui va lui faire plaisir aussi? Parce que la notion de plaisir, c'est souvent quelque chose qui est oublié. On oublie de communiquer à nos clients quel plaisir ils vont ressentir à utiliser notre produit ou notre service. On aimerait tout ça que nos clients ressemblent à ce petit bébé-là qui a l'air d'avoir bien du fun. Donc, il faut leur laisser voir qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir comme plaisir. J'ai une question pour vous. Ça a été quoi votre dernière folie? Puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose, là. Une bonne bouteille de vin que vous vous êtes offerte, la dernière fois que vous avez savouré un bon chocolat noir. Une petite chose, là. Ça a été quoi votre dernière folie? Prenez le temps d'y penser. Et puis pourquoi vous avez décidé d'acquérir ce produit-là ou ce service-là? C'est simple. C'est parce que c'était pour vous faire plaisir. Les besoins qu'on a, c'est pas tous des besoins vitaux. Parfois, le besoin est tout simplement de satisfaire un plaisir qu'on a. Donc, c'est un des points à réfléchir à propos de votre produit. Quel genre de plaisir il procure à votre clientèle? Une autre étape est celle de cibler votre clientèle. Souvent, on a tendance à escamoter ce bout-là en se disant ben là, je vais préparer un seul message, je vais m'adresser à tout le monde en même temps. Mais bien souvent, quand on essaie de s'adresser à tout le monde en même temps, un message trop général finit par ne rejoindre personne. Donc, on peut cibler notre clientèle, la séparer en groupes, la segmenter en différents groupes pour pouvoir adapter notre message. Il y a différentes façons de segmenter notre clientèle. Je vous donne quelques pistes de solutions. Vous pouvez regarder au niveau des critères sociodémographiques ici. On parle à ce moment-là plus de l'âge de vos clients, de leur niveau d'études, de leur sexe. Donc, on peut les séparer comme ça. On peut regarder leur comportement. Est-ce que ce sont des acheteurs réguliers ou des acheteurs ponctuels? Ou bien, est-ce que c'est un nouveau client ou un ancien? Donc, essayez d'analyser leur comportement. C'est sûr qu'un nouveau client, on ne lui adressera pas le même message qu'un client qui revient année après année ou semaine après semaine selon votre produit. On peut également regarder les modes d'achat de notre clientèle. Par exemple, vous êtes en train de regarder cette vidéo-là en ligne. Est-ce que vos clients, ce sont des acheteurs en ligne ou des acheteurs hors ligne? On peut regarder aussi leur comportement d'achat. Est-ce que ce sont des acheteurs impulsifs ou ils vont plutôt prendre le temps de réfléchir avant de faire un achat? Et puis ça peut être pour le même produit. Je vous donne un exemple très concret. Votre propre comportement doit être totalement différent si vous allez faire votre épicerie à 5 heures le soir, l'estomac vide, ou le samedi matin à 9 heures après un bon déjeuner. Je peux vous dire qu'on devient pas mal impulsif quand on est à l'épicerie puis qu'on a faim. Donc, vous pouvez aussi regarder ça, les comportements d'achat de votre clientèle. Ensuite, vous pouvez regarder les critères géographiques. Est-ce que votre clientèle, elle est en milieu urbain ou en milieu rural? Et puis, si elle est en milieu urbain, vous pouvez aller plus loin et regarder est-ce qu'elle est au centre-ville ou en banlieue. Parce que si on sépare de cette façon-là, les comportements aussi vont changer. Ça demande beaucoup plus d'efforts à un client de prendre sa voiture pour se rendre à votre magasin et acheter quelque chose ou tout simplement il sort de la maison et puis vous êtes au coin de la rue. Donc, ce sont toutes des choses à regarder dans les comportements. Ça peut être au
niveau du climat aussi. Est-ce que vous êtes dans un climat chaud ou un climat froid? Ça peut faire une différence selon le produit que vous voulez offrir. Et puis finalement, vous pouvez regarder les critères psychographiques. À ce moment-là, on va regarder plus la personnalité du client, son style de vie. Par exemple, est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien paraître? Est-ce que le standing est important? Est-ce que c'est quelqu'un pour qui l'achat local est important, pour qui l'environnement a une importance. Donc, essayez de penser à tous les critères de style de vie et de personnalité et ça peut être des façons de segmenter votre clientèle. Puis, une fois que cette segmentation-là est faite, on peut à ce moment-là adapter notre message pour pouvoir s'adresser à un public particulier qu'on aura bien ciblé. Et puis, on peut aussi, évidemment, aller encore plus loin que ça parce qu'on le sait maintenant, avec le web, il est beaucoup plus facile de créer un message et de s'adresser à une personne à la fois, mais également, le client qui rentre dans votre magasin, bien, vous vous adressez à lui, c'est une personne, ce n'est pas un message global pour un groupe de personnes. Et puis, cette façon de communiquer-là peut aussi être adaptée parce que chacun a un mode de communication qui est différent. C'est bon que vous connaissiez votre mode de communication dominant. Ça va vous aider à déceler celui des autres. Par exemple, est-ce que votre client qui est devant vous est une personne plutôt logique ou émotive? Ou encore, est-ce que c'est une personne contrôlante ou créative? C'est toutes des façons différentes d'aborder la personne parce qu'elle va être réceptive à un message différent. Par exemple, la personne logique, elle, on va lui parler de faits, lui parler de chiffres. La personne qui est créative, bien, il faut lui montrer les possibilités. Qu'est-ce qu'elle peut réaliser avec votre produit ou votre service? La personne émotive, elle, on va lui raconter quel genre d'expérience elle peut vivre avec votre produit. Le plaisir vient beaucoup jouer pour les personnes émotives. Puis, on peut aussi avoir besoin de la rassurer, la personne qui est plus émotive. Et puis, la personne qui est un mode de communication dominant qui est le contrôle, cette personne-là, elle est beaucoup dans le comment. Comment je fais pour utiliser le produit? Comment je fais pour me le procurer? Comment je fais pour le retourner si je ne suis pas satisfait? Bref, vraiment répondre à ces comment. Une fois que vous avez bien fait le tour de tous les aspects dont je vous ai parlé, bien, il est temps de passer à l'action. Soit de continuer ce que vous avez commencé en l'améliorant, ou soit d'entamer des nouvelles procédures en communication, mais l'important, c'est d'avancer. Puis oui, si on attend que tout soit parfait, on n'avancera jamais. Si on passe à l'action, on peut se tromper, mais c'est comme ça qu'on avance, puis on peut s'ajuster pour mieux répondre à notre clientèle. Alors, si vous avez aimé cette capsule, bien, je vous invite à la partager à vos amis et collègues pour me permettre, moi, de continuer à aider les gens à comprendre, choisir et agir pour mieux communiquer. À bientôt!